Donc nous allons commencer nos travaux avec donc 3 interventions ce matin que l'on a voulu transhistoriques. C'est pour ça qu'on a sollicité une spécialiste de l'histoire grecque de la Grèce ancienne, une spécialiste de l'histoire de la Révolution et puis un spécialiste d'histoire plus contemporaine du XXe siècle. On avait envie effectivement d'aborder cette question des apprentissages sexuels à l'école de manière transpériode, en mettant l'accent sur la question de la morale et du civisme, de l'éducation entre guillemets à la citoyenneté, même si le concept ne s'adapte pas forcément toujours bien à toutes les époques. Donc je vais donner la parole successivement par ordre chronologique à Sophie Lalanne, maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour 15, maximum 20 minutes, pour qu'on ait le temps effectivement d'un débat avant de faire une pause tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors la question du civisme, pour un helléniste comme moi, renvoie d'abord au sens propre aux valeurs de la cité. Et la cité, police, c'est une organisation sociale particulière qui repose sur la définition d'un corps de citoyens qui prennent ensemble les décisions qui les concernent. Alors on a quand même la trace d'une éducation avant l'émergence de la cité, sous la forme de la pratique que les anthropologues appellent le fosterage, et qui semble avoir été d'usage pour les jeunes hommes de l'aristocratie, en général un ami du père ou un tuteur, est chargé de l'éducation pratique du jeune homme. C'est le cas du sage centaure Chiron pour Achille, et c'est le cas aussi de Mentor pour Télémaque. On date du 8e siècle aujourd'hui, la naissance de la cité grecque, et cette époque, que les historiens appellent l'époque archaïque, est marquée depuis les travaux de Jean-Pierre Vernant par plusieurs phénomènes majeurs qui sont plus ou moins liés entre eux. D'abord la révolution hoplitique, c'est-à-dire la mise en place d'une nouvelle forme de combat sous la forme d'une bataille rangée, l'adoption de constitutions par les cités, la mise en place de panthéons civiques, mais aussi l'adoption de l'écriture alphabétique, la composition par écrit des poèmes d'Homère et la mise en place d'une éducation dans laquelle Homère joue le rôle d'éducateur de la Grèce. Cette éducation, elle est d'abord réservée au milieu aristocratique, mais dès le départ, elle est clairement distincte selon le sexe. Nos sources sont essentiellement donc les poèmes épiques, rédigés par Homère, mais aussi les poèmes lyriques et les hymnes composés par Alcmène, Sappho, Pindare. Aux garçons, formés par des hommes d'âge mûr, est délivrée essentiellement une formation militaire et sportive dont attestent les concours athlétiques. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques sont créés en 776 avant Jésus-Christ. Est délivrée aussi une formation poétique et musicale par le biais de la préparation des fêtes, des concours et des processions religieuses. On peut citer ici une forme particulière d'éducation caractéristique des Grecs, qui est la relation pédérastique, dans laquelle un homme d'âge mûr a une relation éducative avec un homme plus jeune. En général, sur les vases grecs, on reconnaît bien ces deux personnages, le plus jeune étant représenté par un jeune imberbe et le plus âgé par un homme barbu tenant le bâton de citoyen. Aux filles, qui sont formées par des femmes, est délivrée seulement la deuxième part de cette éducation par la danse, la musique et la poésie chantée. À partir de l'école de Sappho, sur l'île de Lesbos, ou des poèmes d'Alcmène, qui ont été bien étudiés par Claude Calame, on déduit qu'une éducation aristocratique pouvait aussi être délivrée aux filles à l'époque archaïque. Et on retrouve d'ailleurs, vous le savez, dans les poèmes de Sappho, la pratique du saphisme, qui est équivalent à la relation pédérastique masculine. La dimension morale de la poésie homérique n'est pas à démontrer. Elle est d'ailleurs privilégiée par les précepteurs et les maîtres d'école. Les enfants apprennent à lire, écrire et réciter dans l'Iliade, dans l'Odyssée et dans les hymnes homériques. Et cette éducation morale, elle est conforme à l'idée que les Grecs se font des rôles sexués dans la cité grecque. Les valeurs religieuses, elles s'appliquent à tous, aussi bien aux filles qu'aux garçons, car les femmes grecques disposent d'une citoyenneté cultuelle, entre guillemets, c'est une expression qui a été forgée par les historiens, pour expliquer que les femmes sont intégrées à la cité par le biais des cultes, cité dont elles sont
totalement exclus par ailleurs. La piété est le premier élément de cette éducation religieuse. Les enfants apprennent à respecter les dieux, à se préserver de l'hubris, cet orgueil démesuré qui peut pousser à vouloir égaler les dieux, connaître les attributs des dieux et pratiquer la piété filiale. Les jeunes apprennent également des pratiques religieuses, essentiellement les sacrifices, les prières, les libations, mais aussi les funérailles, les rituels du mariage, etc. D'autres valeurs sont transmises par la poésie d'Homère, et ce sont essentiellement des valeurs sociales et morales. Et là, elles sont distinctes pour les garçons et les filles. Pour les garçons, il s'agit essentiellement d'apprendre le courage au combat. Courage que les Grecs appellent l'Andreia, Andreia qui se rattache expressément à la notion de virilité, puisque c'est un mot de la famille d'Aner, l'homme, le mâle, en grec. Ce qui d'ailleurs va poser un problème aux Grecs lorsqu'ils voudront désigner le courage féminin. Comment appeler le courage féminin ? Autre valeur enseignée par l'éducation et par la lecture d'Homère, l'endurance, la ruse, la maîtrise de soi, le talent oratoire. Et les modèles, vous les connaissez, c'est Achille, Ulysse, Hector. Pour les jeunes filles, les valeurs morales et sociales qui sont enseignées sont l'endurance encore, la confiance dans les dieux, confiance dans la vie, la tempérance, la fidélité, l'amour de leur époux et de leur enfant. Et les Grecs ont forgé des termes pour désigner ces qualités. Une femme doit être philandros et philotechnos, aimante envers son mari et envers ses enfants. Les modèles sont Nausicaa pour les jeunes filles, Hécube et Pénélope pour les femmes. En somme, on retrouve la division des rôles sexués qui se résume dans la formule « le lit, la guerre ». Le lit, la guerre, c'est le titre d'un article très important qui a été rédigé par Nicole Laureau et qui a été publié dans la revue L'Homme en 1981 à partir d'une citation de Jean-Pierre Vernant. Les jeunes hommes sont donc préparés au métier des armes et de la politique. Les jeunes femmes sont formées pour la procréation et la reproduction du corps civique. À l'époque classique, quand s'élabore une éducation plus formalisée et collective, mais attention, elle reste toujours une éducation à caractère privé et réservée aux milieux les plus aisés. Il n'est plus vraiment question des filles dans nos sources, et on le voit bien dans le livre d'Henri-René Marou sur l'histoire de l'éducation, sauf à Sparte. À Sparte, on a effectivement des sources qui nous montrent que l'éducation ancienne perdure et que les filles sont même les seules à bénéficier d'une éducation sportive qui scandalise les autres Grecs, puisqu'elles pratiquent ces activités à moitié nues, c'est l'étymologie du gymnase, gymnos veut dire nu en grec. Et le but de cette éducation des filles ne sort pas du cadre de ce que j'ai dit jusqu'à présent, puisque ce but est clairement de favoriser la procréation d'enfants bien formés et robustes. On reste dans l'idéal eugéniste de la cité des Lacédémoniens. À Athènes, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, nos sources mentionnent des enseignants, des petites écoles, peut-être sous des auvents dans les gymnases, des groupes d'écoliers, ainsi que la mise en place d'un système d'enseignement supérieur par l'apprentissage de la rhétorique et de la philosophie, donc après les phébis. Une formation qui a pour but donc de former les jeunes hommes à la carrière politique et au métier des armes, dans un monde où les savoirs techniques sont devenus de plus en plus spécialisés. Les jeunes filles sont donc exclues de cet enseignement qui prépare les jeunes hommes à tenir leur rôle de citoyens. Le lit, la guerre, implique que les filles soient préparées essentiellement au mariage et aux activités traditionnelles du filage et du tissage auprès de leur mère, en plus éventuellement d'une alphabétisation sommaire. Mais là, il y a un biais dans nos sources qui arrive assez souvent quand on pratique l'histoire de l'Antiquité. Est-ce qu'il s'agit seulement d'Athènes ? L'évolution politique de la cité démocratique s'est en effet accompagnée d'une exclusion des femmes de la sphère publique qui n'est peut-être pas à généraliser dans l'ensemble du monde grec. Et on peut citer notamment l'exemple d'Aspasie de Milet, la concubine de Périclès, le stratège athénien, qui était célèbre pour son intelligence, pour sa culture, pour ses talents d'oratrice. Manifestement, elle avait joui d'une éducation très poussée, qui peut-être était accessible à Milet pour les filles de l'aristocratie. Milet, c'est une grande cité d'Ionie en Asie mineure. Peut-être avec donc
Existait-il en Asie mineure une formation en philosophie, en rhétorique pour les filles des milieux aristocratiques? Peut-être existait-il encore des préceptrices et des professeurs d'école. En tout cas, à l'époque hellénistique, l'époque qui suit les conquêtes d'Alexandre, au moment où s'étend considérablement le monde grec vers l'Orient, de même qu'au sein de l'Empire romain, on observe dans le monde grec un plus large accès des filles des milieux aisés à l'éducation intellectuelle et artistique. C'est aussi une époque où l'Asie mineure devient le cœur de l'Orient hellénophone. On connaît en tout cas pour cette époque des cas rares, mais pas du tout exceptionnels, de femmes philosophes, médecins, professeurs. S'impose à cette époque par ailleurs le modèle des reines hellénistiques qui ont reçu une éducation poussée. Je citerai l'exemple de Cléopâtre VII, que vous connaissez tous, la dernière reine d'Égypte, qui, au dire de Plutarque, parlait au moins 7 langues en plus du grec, et avait composé des traités de cosmétique, de médecine et de gynécologie. On peut citer aussi l'exemple de certaines femmes de l'aristocratie romaine, depuis Cornélia, la mère des Gracques, qui était restée célèbre justement pour avoir transmis à ses fils une éducation grecque. Elle était, il faut dire, de la famille des Scipions, jusqu'à l'impératrice Julia Domna, épouse de Septime Sévère, qui tenait un cercle littéraire et artistique. Quelques mots donc de conclusion. Vous voyez que la dimension morale et civique de l'éducation a été bien affirmée par les Grecs dès sa création, de la différence des rôles sexués dans la cité, la guerre et la politique pour les hommes, la procréation pour les femmes, procréation légitime, de citoyens légitimes. De cette différence découle une différenciation des instances et des modalités de l'éducation. Et c'est cette éducation, d'où l'importance de parler de l'éducation grecque, qui a servi de modèle ensuite aux Romains, qui a servi de modèle aux premiers chrétiens, puis aux chrétiens du Moyen-Âge occidental et de Byzance, lorsqu'ils ont conçu leur propre système éducatif. Je vous remercie.